Lara Fabian, la dernière fois que vous étiez à Toronto, on a eu de la chance parce que vous aviez un problème d'audition, mais vous avez tout de même fait le spectacle. Mais après ce soir-là, vous avez décidé d'annuler la tournée. Je me permets de vous poser la question, comment vont vos oreilles? Mes oreilles vont mieux. Je pourrais dire que c'est presque un mauvais souvenir, mais il reste un pourcentage de séquelles avec lequel je suis obligée de cohabiter. Puis qui m'a permis par contre de découvrir quelque chose d'extraordinaire sur la résonance, sur le son. Quand on perd l'audition, j'essaie toujours de trouver une analogie simple. Quand on perd l'audition pour une chanteuse, c'est comme jouer du piano avec un poignet cassé. C'est le poignet qui dirige la flexibilité des doigts sur le clavier. Donc c'est ce qu'on entend qui dirige le son. Voilà. On ne peut pas entendre chanter juste quelque chose qu'on n'entend pas. Donc il faut réapprendre une autre façon de s'entendre. Dans tous les espaces, on n'a plus cette possibilité-là. On vous a demandé de conserver le silence pendant plusieurs mois pour quelqu'un comme vous qui aimait parler, qui aimait chanter et qui travaille dans le show business, qui est vraiment un milieu où le silence est quand même quelque chose d'assez rare. Comment on fait pour trouver le silence? Eh bien, alors la première chose que je dirais, c'est que j'ai très vite compris que c'était ce que j'ai fini par appeler un cadeau mal emballé. C'est-à-dire, j'ai compris que l'espace dans lequel je pouvais être au silence, peut-être un peu plus retiré, il y avait une forme de solitude, c'est sûr, mais c'était un espace dans lequel beaucoup de choses pouvaient naître, se comprendre, se métaboliser, puis peut-être entrer en paix, en résilience avec ça. Voilà. Quand on vit quelque chose d'aussi soudain, d'aussi choquant, et qu'on le voit comme un accident, ça prend un petit moment de comprendre qu'au-delà de l'accident qu'on vit, il y a peut-être quelque chose à aller chercher là. Et c'est dans le silence que j'ai réussi à trouver ce moment où je me suis dit, OK, Lara, bon, t'es à la maison, t'es avec ta famille. Moi, j'ai une chance énorme quand même. Je veux dire, je ne suis pas rentrée tout seule dans 4 murs blancs. Hein. Je suis rentrée à la maison avec mon mari, ma fille. Donc, c'est très différent, rentrer dans une sorte de silence et de solitude quand on est entouré de gens aussi bienveillants qui nous aiment à ce point-là et qui sont vraiment là pour nous soutenir. Donc, d'abord, je l'ai vu comme une chance énorme d'être à côté d'eux, puisque moi, je voyage beaucoup, je travaille beaucoup, j'ai pas tout le temps l'occasion d'être assise à la maison, à me lever à faire le petit déjeuner pour Lou, puis l'amener à l'école. Tout ça est devenu, tout d'un coup, un autre quotidien. J'ai réappris un autre quotidien au travers de ce silence. Et la chose la plus importante que j'ai comprise, que j'ai trouvée, c'est qu'on est parfois beaucoup plus smart qu'on croit avec un problème. C'est-à-dire, on est beaucoup plus... c'est pas une question de force ou de fragilité. On trouve des astuces. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a une capacité d'adaptabilité, une façon de s'adapter qui est stupéfiante. Et ça m'a fait beaucoup sourire. Parce que je me disais, tiens, regarde donc, toi, comment tu fais ça maintenant. Ou bien, ça, tu voudrais écouter ça, mais tu peux pas, mais tu passes à travers un autre filtre pour le faire. Ah, tu peux pas écouter de musique, oui, mais tu peux l'écouter à une certaine distance. Fait que j'ai trouvé plein de petits jeux comme ça. Ça finit par être un cadeau mal emballé avec lequel j'ai réussi à m'amuser. Parce que, tu vois, vous voyez, pardon. On va déjà se tutoyer, c'est correct. On peut se tutoyer. Tu vois... je voulais pas non plus que ça devienne, oh mon Dieu, le grave problème de Lara. Il y a des gens qui ont des cancers, il y a des gens qui ont la SLA, qui ont l'Alzheimer. Voilà, moi je vis d'autres choses dans ma vie. Et quand tu as un problème de surdité en tant que chanteuse, c'est vrai que c'est colossal. Mais après tu recules, tu dois reculer du tableau absolument. Il faut dépixeliser l'image et c'est-à-dire, OK, moi qu'est-ce que je peux faire pour moi, c'est le fun, mais maintenant recule et regarde un peu tout ce qu'il y a autour. Et ça va t'aider à passer au travers. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Vous connaissez une énorme popularité en ce moment en Russie. Lors de votre dernier passage à Toronto, la salle était remplie de Russes qui s'étaient donné rendez-vous. Comment vous expliquez un peu ce qui est en train de se produire avec les Russes et la Russie? Eh bien, moi aussi, je continue à me poser ce genre de questions parce qu'un artiste n'a pas forcément les réponses à ça. Les états amoureux qu'on découvre d'une culture à l'autre,
sont des émotions qu'on partage. Hein, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire, on arrive dans une culture, on partage les émotions de la même manière. Je veux dire, moi, je me suis pas mise à chanter autrement ou à chanter autre chose. J'ai simplement continué d'être moi. Mais j'ai le sentiment qu'il y a une âme commune, en fait, entre ma façon de chanter, ma personnalité assez lyrique, assez enjouée, et leur nostalgie intrinsèque. C'est-à-dire que mes chansons d'amour avec l'aspect peut-être un peu théâtral ou dramatico-théâtral qu'elles comportent, comme des chansons comme Je t'aime, comme Je suis malade, j'y crois encore, des chansons comme Adagio, je crois que ça leur parle. Je pense que ce public est perméable à ce type d'émotions transmises comme je les transmets. Je correspondais à quelque chose qui a une résonance, en fait, tout simplement. En plus, ils ont un amour réel pour le français. Très très rapidement, j'ai pu m'approcher par ça, par le fait que c'est une langue qu'ils aiment, qu'ils respectent. À une époque, c'était une langue très parlée dans ce pays-là. Et puis la rencontre aussi avec quelqu'un d'exceptionnel qui est Igor Krutoy, qui écrit de la musique qui est vraiment ancrée dans leurs cellules, qu'ils écoutent depuis 20-25 ans. C'est le Elton John russe, c'est un peu ça. Et qui a décidé d'écrire avec moi tout un album qui s'appelait Mademoiselle Jivago et qui a vraiment correspondu. Je chante aussi en russe, oui. Et qui correspondait à cette période-là de ma carrière, à quelque chose que les gens veulent entendre. Moi, je crois qu'un succès, c'est vraiment un alignement d'étoiles, de choses, une émotion qu'on partage avec la même intensité, quelque chose qu'on a l'impression d'être semblable à l'artiste, ou bien nous semblables à ce public. Hein, il y a une sorte de correspondance. La chanson qui, à ce moment-là, socialement, émotionnellement, fait résonner quelque chose aussi. Et puis voilà, et puis beaucoup de télé, beaucoup de promos, beaucoup de tournées. Moi, j'ai tourné énormément dans ce pays. J'en ai fait des spectacles partout, de la Sibérie à l'Ukraine, à la Biélorussie. Je me suis baladée partout. Jusque dernièrement en Bulgarie. Vraiment, j'ai rayonné complètement sur quelques années. Mais ça a été quelques années, ça n'a pas été comme ça, par exemple. Je suis arrivée il y a 7-8 ans. Et sur 5, 6, 7 ans, on a fini par se découvrir et puis s'apprivoiser. Du même coup, quand je pense à la Russie, il y a eu des choses qui se sont produites dans les dernières années qui ont beaucoup provoqué la communauté internationale. Vous avez écrit une chanson sur votre dernier album qui s'appelle Deux îles, deux ailes. C'était la deuxième chanson que vous avez écrite au sujet de l'homosexualité. Comment c'est reçu ça en Russie, sachant que les homosexuels ont été persécutés ou c'est pas nécessairement accepté? Est-ce que ça heurte vos valeurs d'aller dans des pays comme ça où on persécute les gens pour des choix qui... De façon totalement apolitique, l'objectif d'un artiste, c'est de continuer à passer ses valeurs au travers de la musique. Voilà. Et de manière apolitique, je répète. Et la pensée d'un public, d'un peuple, n'est pas forcément celle qui peut correspondre à celle d'une seule personne, même si elle est dirigeante. Moi, quand je chante Deux îles, deux ailes ou La différence, les gens se lèvent à Moscou. Et une catégorie de public extraordinaire, pas forcément que les gens qui sont personnellement touchés par ça parce qu'ils sont homosexuels, mais la maman du garçon qui en a souffert, ou la sœur du garçon qui en a souffert, ou le chum qui en a tellement souffert. Donc, moi, ce que je vois, c'est une façon de réagir avec beaucoup de pudeur, certes, parce que on n'est pas dans une culture qui a... comment dire, l'aspect exubérant ou expansif que peuvent avoir les latins. Je sais qu'à Paris, quand moi je chante ça, ou à Bruxelles, quand moi je chante ça, je vois très très bien qui se lève, de quelle façon et comment c'est reçu. Mais on dirait qu'en Russie ou en Ukraine ou dans ces pays-là, il y a une sorte de silence après la chanson, juste quelques secondes, juste avant que les gens se lèvent et applaudissent, qui dit simplement merci. Voilà. Et pour ne jamais se faire entacher par ces vents contraires, pour moi, l'important, c'est de ne jamais être empêché de les chanter. Si j'avais dû être empêché de les chanter, j'aurais simplement plus été. Vous utilisez le mot apolitique, puis j'ai rencontré souvent des artistes qui font carrière à l'international, qui ont des carrières mondiales. Pensez-vous, les artistes, avec ce genre de carrière-là, que vous avez une responsabilité d'être politique vu du fait que vous êtes confronté à plein de cultures, que vous voyez plein de réalités partout dans le monde, que vous voyagez partout? Avez-vous un rôle à jouer en étant plus politisé? Des fois, je vous trouve quasiment des fois trop poli. Oui, non, c'est drôle. Et en quoi la politique pourrait représenter quelque chose de plus puissant que les valeurs que l'on transporte? Je te pose la question.
Bien, je pense que des fois, c'est juste qu'on veut savoir quelles sont vos opinions, à quoi vous pensez ou qu'est-ce que vous pensez d'une telle ou telle situation. Non, mais c'est ça que je veux vous dire, c'est en quoi notre opinion politique, si tant est qu'on en a une, parce qu'on est suffisamment connaissant pour en avoir une. Parce que vous avez une plateforme qui est peut-être importante et qui pourrait peut-être faire entendre les voix de gens qui ne sont peut-être pas entendus. Mais on peut le faire autrement que par la politique. Ça, c'est mon opinion, par exemple. Alors moi, je dirais, la première chose que je dirais, c'est que d'abord, je n'ai pas les connaissances requises. Ça, c'est la première chose. Moi, je rentre dans un pays, que ce soit la Tunisie, la Turquie, le Maroc, pour aller chanter. La France, la Belgique, c'est mon pays, certes. Et parfois, je ne connais pas forcément le nom de toutes les têtes dirigeantes, ni leur façon de véhiculer leur politique pour me permettre un jugement. Ça, c'est peut-être la première chose que je dirais. Je pense que si je passais ma vie et je dévouais ma vie à connaître ce que la politique d'un pays est, je pourrais avoir, en toute humilité, peut-être la prétention de me prononcer puis de donner mon opinion. Ça, c'est une chose que je n'ai pas, parce que ça n'a pas été mon choix dans la vie de dévouer mes connaissances et mon temps à ça. Par contre, ce que socialement les gens vivent ou ce que socialement les gens réclament, entre guillemets, à l'endroit où ils sont peut-être un peu en souffrance ou en douleur, quand j'arrive dans certains pays, forcément, je le sais. Et forcément, il y a un lien avec ce qui se passe politiquement. Mais que nous, les artistes, nous nous positionnions politiquement, si ça devait faire changer vraiment les choses, je pense que ça fait longtemps que beaucoup d'artistes qui ont, je dirais, une gouaille infiniment plus puissante que la mienne l'auraient fait. Je crois que tout Bob Dylan, tout Leonard Cohen ou tout Joni Mitchell soit-il, ces gens-là n'ont jamais réussi, malgré leur volonté la plus profonde, la plus sincère, à faire bouger, avec leur connaissance politique, la réalité d'un monde politique dans lequel on se noie tous les artistes, au même titre que les autres. Et que notre visibilité ne pourrait pas être caution d'une expression politique, parce que d'abord, c'est pas notre métier, c'est pas notre travail, vraiment. Je le répète, c'est vraiment, mon champ d'expertise, il est totalement limité en ce sens-là. Comme tout le monde, je connais les grandes lignes. Comme tout le monde, c'est mon devoir de les connaître. Sinon, je veux dire, effectivement, on n'est pas à Plaisanteville ici, là, on est sur la Terre. Mais après, en quoi est-ce que ce que je pourrais brandir comme conviction politique contraire ou concordante pourrait faire changer de les têtes pensantes? Moi, je me positionne beaucoup plus comme un... je me positionne beaucoup plus comme une espèce de musique détox, comme un smoothie revitalisant. Mais vraiment, tu sais, prends ça, tu vois. Ça va aller sur Twitter, ça. Lara Fabian, smoothie detox, why not? Pas de souci. Ce que je veux dire, c'est que je me vois beaucoup plus, si tu préfères l'analogie, comme une lecture apaisante. Voilà. Plus, tu ouvres un bouquin qui, peut-être au travers de ce qu'elle dit, de temps en temps, la différence, deux îles, deux ailes, et quelques autres petites choses que j'ai écrites dans ma vie, on pourrait se dire, tiens, hop, elle dit j'ai zappé, enfin, elle dit quelques trucs qui sont un peu son observation des choses, et élever les consciences un peu comme une goutte d'eau dans l'océan. Mais je n'ai pas la force de frappe qui permet de faire changer cette aide pensante-là. Vous êtes devenu très, très populaire au Québec, à un moment où il y avait énormément de chanteuses à voix. Aux États-Unis aussi, il y avait Whitney Houston, il y a Mariah Carey. On a l'impression aujourd'hui que les chanteuses à voix, on vous entend moins. C'est moins populaire. Est-ce que c'est une observation juste que je fais? Probablement. Quelle est la place de la chanteuse à voix aujourd'hui dans le paysage musical? Elle s'est modifiée. Je dis, Beyoncé et Rihanna sont des filles qui chantent extrêmement bien, mais qui utilisent leur instrument complètement autrement. Mais tu les mets en face de n'importe quelle grande chanson des années 90 et elles sont capables de la livrer. Donc, je pense pas du tout que ce soit les voix le problème, plutôt que le contexte musical dans lequel elles ont évolué. C'est pas que les gens n'aiment pas les voix. Je peux dire que quand quelqu'un chante faux aux États-Unis, il est mieux de s'en courir, hein? Toujours et encore. Donc, chanter bien, ça reste hyper important. Mais le contexte, je dirais, la mode, la culture musicale, ce que les gens aiment dernièrement, n'est peut-être plus basé sur les grandes ballades lyriques dans lesquelles il fallait faire une sorte de démonstration de ce que l'on est en tant que chanteur. Mais plus aujourd'hui, peut-être... est en concordance peut-être plus avec une émotion à passer qu'une performance, voilà. C'est peut-être ça qui est moins recherché aujourd'hui. Pas tellement le bien chanté, parce que je crois que le bien chanté, ça reste obligatoire quand tu es chanteur. Mais la performance est peut-être quelque chose qui n'est plus d'actualité réellement. Alors, comment Lara Fabian trouve sa place dans tout ça? Parce que vous n'avez jamais été une chanteuse à faire les chorégraphies, à tout casser, tout ça. Oui. Alors, comment vous avez modernisé votre son, votre image pour évoluer, pour demeurer pertinente?
Ben, évoluer et demeurer pertinent, c'est ne jamais se quitter tout en vivant avec son temps. Et pour vivre avec son temps, il faut rendre les choses très organiques. Je pense que c'est la simplicité qui m'a permis d'évoluer et de rester bien dans mon temps. C'est justement d'oublier les arrangements flafla, à grand déploiement, qui étaient justement les danseurs de l'époque. Hein. Les danseurs de l'époque, c'était les grands violons, puis les grands chœurs, puis les bras ouverts. Puis on en a fait des bras ouverts avec des violons. Hein. Ça, on en a fait beaucoup. Et puis un jour, non mais une grande chanson, ça reste une grande chanson, même les bras au repos avec une guitare sèche. Et c'est ça, le pouvoir de la musique, c'est pas tellement de trouver sa pertinence dans une époque en se mélangeant à sa mode, mais de trouver sa pertinence dans le temps, de rester. Pour moi, c'est ça. C'est ça la force de la musique. Puis la façon que j'ai eu simplement de grandir, c'est de me souvenir toujours de la qualité d'une chanson. Pour moi, la toune, c'est le truc qui compte le plus. Ce que je dis, le bien chanté, certes, parce que ça, je pense que quand c'est joliment chanté, quand les sons sont jolis, ça résonne dans les cellules des gens. Tu sais, quand quelqu'un chante un peu croche, t'es peut-être un peu moins perméable à ce que la personne va chanter. Mais si c'est bien chanté, que c'est bien dit, après, je pense qu'il faut juste s'adapter à la réalité. Donc moi, mon choix, ça a été d'être organique, de simplifier les choses, de rentrer dans un univers de musique beaucoup, mais comme les gens le verront sur scène, beaucoup plus simple. Il y a une guitare, il y a un violoncelle, il y a un piano. Et puis, il y a des percussions et des percussions à eau. Enfin, il y a des choses un peu originales, voilà. Sans me préoccuper vraiment du grand déploiement. Voilà. Pour moi, le grand déploiement, il est plus dans la simplicité, dans le tout petit son qui va t'émouvoir, plutôt que dans la grande note que je fais encore, parce que j'ai des chansons où il y a des grandes notes, et puis c'est comme ça. Mais c'est ça, c'est revenir à ce qui peut toucher, sans forcément que ça soit surhabillé. Comment vous mesurez le succès professionnel maintenant? Durer dans le temps. C'est tout. Pour moi, les chiffres aujourd'hui sont tellement différents, c'est de ça que vous voulez parler, j'imagine. Mais il y a une époque où les gens vendaient des millions de disques à travers le monde, entre autres. Bien sûr. Mais on en vend toujours beaucoup au prorata, si on regarde. Je veux dire, si on regarde au prorata, si on regarde la réalité de ce que le marché est devenu, quand on peut encore faire un 200 ou un 300 000 d'un album, on est encore, selon le marché, dans les gros vendeurs de disques. Et en fait, mon baromètre à moi, c'est beaucoup plus les salles qui sont remplies de gens partout dans le monde et depuis longtemps. Voilà. C'est que quoi qu'il se passe, je continue d'être une fille qu'on a envie de venir voir. Alors là, me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Peut-être justement parce que dans le temps, j'ai trouvé une façon d'évoluer, de continuer de raconter mon histoire au travers de mes chansons, de continuer de passer ce en quoi je crois. Mais c'est ça, mon baromètre à moi, il est plus dans le fait que je continue de voyager depuis des années, vraiment partout, sans jamais m'arrêter. J'aimerais qu'on fasse un retour en arrière. Je vais vous ramener à l'an 2000. Vous avez signé un contrat de disque avec Sony, qui à l'époque était une des maisons de disques les plus puissantes au monde, à un moment où il y a des disques qui se vendaient. Vous aviez une chanson dance qui était au sommet du palmarès. Vous étiez à tous les talk shows américains. On avait vraiment l'impression que c'était le début d'une grande carrière américaine. Et ensuite, c'est un peu devenu silence radio. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette carrière américaine? Parce que tout était là. Oui. Probablement... je ne sais même pas si ça intéresse les gens vraiment de savoir le pourquoi du comment. Mais moi, je sais que les raisons techniques qui ont fait que les choses, à un moment donné, se sont transformées et que j'ai été redirigée vers l'Europe, beaucoup plus, sont dues à un problème de concordance de maison de disques. C'est-à-dire, ça fonctionne comme des états-majors, avec des généraux, puis des soldats. Et il y a une personne qui appuie sur un bouton rouge, puis tous les soldats se mettent à marcher dans une certaine direction. Sauf que quand on appuie sur un bouton rouge et puis un bouton bleu, puis que les soldats se mettent à marcher dans des directions différentes, on va parler de stratégie, forcément, rien ne s'aligne plus. Et c'est un peu ce qui s'est passé. On m'a changé de maison de disque, en fait, tout simplement. Je suis passée d'un label à un autre. Un label qui m'avait signé a été obligé de me transférer à un autre label. Et dans l'autre label, on m'avait juste pas signé, simplement. Et à partir de là, il n'y avait plus de cohérence réelle. Et je pense que c'est ça qui s'est passé. Et je crois qu'après la chanson Dance, I Will Love Again, qui a été une sorte de volonté très maison de disque, d'entrer par la porte en mettant un grand coup de pied dans la porte. Je crois que pour moi, en tout cas, si je peux le dire le plus simplement possible, je crois qu'il y a eu une réelle incohérence entre l'artiste que je suis, fondamentalement,
et I Will Love Again. Je pense que les gens, quand après, ils m'ont vu à Jay Leno chanter Adagio, ou à Conan O'Brien chanter Love by Grace, ou à The View chanter Love by Grace, je pense que le public a fait comme... Est-ce que c'est la même fille qui chante I Will Love Again? Et je crois que là, il y a eu vraiment, comme je vous dis, c'est parti dans deux directions différentes. Et que si depuis le début, on avait sorti ou un Adagio ou un Love by Grace, ou une chanson qui me représente vraiment intrinsèquement en tant qu'artiste, pour ce que je suis, je crois que peut-être là, il y aurait plus de concordance, il y aurait eu un alignement d'étoiles meilleur. Alors bon, ils ont parlé d'un album qui s'est vendu à presque 3 millions quand même. L'album éponyme s'est vendu à 3 millions dans le monde. Je pense que c'est probablement votre meilleur disque en carrière, personnellement. Disons que c'était un des premiers gros... Enfin, des albums à 3 millions, j'en ai eu d'autres, en français. Mais c'est vrai que c'était un gros album, malgré tout. Juste au Brésil, j'ai vendu 800 000 albums avec Love by Grace. Au Portugal, j'étais numéro 1 partout. C'est comme s'il y avait une sorte de morcellement de territoire. Voilà. Parce que la même chanson n'est pas sortie partout. En Europe, ils ont privilégié tel type de chanson. En Amérique, ils ont privilégié I Will Love Again. Et comme je vous dis, quand au lieu d'appuyer sur un bouton d'une seule couleur, ils ont appuyé sur 2 boutons de 2 couleurs différentes, il y a eu une sorte de réaction schizophrène, à mon avis, dans la compréhension du public. Et je crois que c'est là qu'elle a été l'erreur. Mais nous, quand on est tout petit, des artistes, puis qu'on signe un gros contrat aux États-Unis, il y a des choses qu'on ne comprend que beaucoup plus tard et qu'on n'a pas l'intelligence de dire à ce moment-là. Je crois que c'est ça qui s'est passé. Est-ce que le rêve américain, c'est encore quelque chose que vous voulez? Les États-Unis, est-ce que c'est un territoire que vous avez encore envie de... Mais pour moi, c'est beaucoup plus vaste que ça, la musique. C'est quand on est petite, on est une petite fille, puis qu'on arrive aux États-Unis, qu'on signe son gros contrat, puis qu'on est content parce qu'on travaille avec les plus grands, puis mon Dieu, on rêve d'États-Unis. On ne comprend pas tant qu'on n'y a pas touché ce que ça veut dire. Mais la musique ne se résume pas juste à un territoire ou à un pays. Bien sûr que c'est magnifique, bien sûr que c'est génial réussir en Amérique ou réussir en Angleterre, parce que c'est pareil, hein, je veux dire, c'est vraiment, c'est le pont le plus immense entre les carrières internationales, c'est l'Angleterre et l'Amérique. Et après, il y a autre chose. Voilà. Peut-être que ma grande chance dans la vie, c'est que je suis née dans une famille totalement multilingue, totalement éclatée, où on a parlé l'anglais, l'italien, l'espagnol, le néerlandais, tout de suite, et que j'ai jamais eu le sentiment qu'il fallait choisir quelque chose plutôt qu'une autre, et que quand une langue s'éteignait parce que ma mère arrêtait de parler, puis que c'était mon grand-père qui prenait le chant, ça me paraissait, c'était pas compliqué pour moi. Je savais que tout existait, même si quelque chose n'était pas permanent. Et quand l'Amérique s'est transformée de cette façon-là, et qu'aujourd'hui, vous me posez la question, est-ce que tu voudrais encore, Lara, avoir une carrière aux États-Unis? Ma réponse, c'est pourquoi pas, tout autant que j'aime en avoir une en Italie, ou j'aime en avoir une en France, ou j'aime en avoir une au Québec, ou dans tous les pays où j'ai la chance de me balader. Je n'ai plus cette espèce de... Peut-être que j'avais une sorte de rage comme ça, d'enfant, hein, qui était relégué à une chimère, j'ai l'impression. C'est une sorte de quelque chose que tu comprends pas bien, que tu vois un peu comme un mirage. Et puis finalement, quand tu es face à ça, tu fais « Oh, c'était ça? Oh, ok. Ok, ben peut-être, on peut-tu faire autre chose maintenant? » C'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Et si ça devait arriver, parce que tout est possible dans la vie, il y a parfois la chanson, hein, ça prend la chanson, la bonne... Timing. Exact. C'est que c'était écrit. Et je crois beaucoup dans certaines écritures du destin, dont on est les grands... On est les grands auteurs, hein, mais il y a des carrefours qui existent au-delà de tout ce que nous, on peut, de façon proactive, apporter à notre existence. La semaine dernière, Sinead O'Connor disait publiquement qu'elle n'allait plus chanter la chanson Nothing Compares to You, qui est une reprise d'une chanson de Prince, parce qu'elle ne se retrouvait plus dans la chanson, tout simplement. Vous êtes en tournée pour vos plus grands succès. Est-ce qu'il y a des chansons, vous chantez bien sûr pour le public, dans lesquelles vous ne retrouvez tout simplement plus? Aucune. Je crois pas ça. Aucune. Pour moi, chaque chanson qui m'a menée au public, que ce soit Je t'aime, J'y crois encore, Tout, Humana, Au Québec, Tu t'envoles, Leila, Saisir le jour, Si tu m'aimes en particulier, l'Adagio pour les États-Unis ou certains autres pays du monde, I Will Love Again, que je fais en version ballade. Ce sont toutes les mosaïques qui me composent. Et j'ai tellement de souvenirs incroyables pour chaque chanson. Je pourrais vous raconter tellement d'anecdotes pour chaque chanson et chaque endroit du monde où je les ai chantées, que chaque fois, je suis capable de me mettre le plugin de « Ah, te souviens-tu, Brésil, Rio, tel moment, hop, I Will Love Again, hop, te souviens-tu, Rome, tel... » Que je n'ai aucune, fatigue.
Et ce que j'ai réussi à faire aussi dans le temps, peut-être que ça a gêné parfois certains de mes fans, j'ai modifié mes chansons. Je t'aime, je l'ai chanté d'une certaine façon, et puis 10 ans plus tard, je l'ai chanté complètement autrement. Tout, j'en ai fait une bossa nova. Je veux dire, c'est ça qui m'a permis de les aimer toujours, c'est de les transformer avec mes voyages et avec les années. Quel genre de symbolisme est-ce qu'on devrait, si on se permettait, parce que je sais que vous êtes un peu ésotérique et vous aimez ça, tomber dans la philosophie, si on attachait un symbolisme à peut-être cette tournée des plus grands succès, vous voyez ça comme quoi? Comme un hommage à votre passé, comme un pont vers le futur? Comment... Aidez-moi, vous êtes bonne dans ce genre de choses. Moi, je dirais comme profiter de l'ici maintenant avec beaucoup d'intensité. Le passé, il y est dedans, puisque je le chante. Le futur, il y est forcément, puisque je suis encore en vie. Et puis, être ici maintenant. Quand parfois, les artistes ont tous une perte de sens à un moment donné dans ce qu'ils font. Tous. Il y a toujours un moment donné dans une vie où on a perdu les clés. On fait, oh my God, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le faire? J'ai plus envie, ou je suis fatiguée, whatever. Moi, je peux vous dire, quand on m'a mis au silence, toutes les questions que je viens de vous dire, puis tout ce que je viens d'expliquer, d'exprimer là, tout est passé. Et après, il y a une sorte le moment présent a une puissance, a un pouvoir qu'on n'imagine pas, c'est-à-dire être capable d'être ici, maintenant. Et moi, quand je suis montée sur scène avant-hier soir à Montréal, c'est ça que j'ai, ou à Atlantic City, ou ce soir à Toronto, c'est avec ça que je me connecte. C'est ici, maintenant, il y a une personne dans cette salle qui ne te connaît pas, au moins. Il y en a une que tu dois convaincre. Il y en a une qui a été traînée même, qui ne voulait pas venir te voir. Il y en a une autre qui... homme, probablement. Probablement. Il y en a une autre qui est d'accord de vivre l'expérience. Et puis, il y en a plein qui t'aiment vraiment. Alors, ce soir, tu as une chance de donner tout ce qu'il faut à celle qui t'aime vraiment. Peut-être aller convaincre celle qui a été traînée. Puis, peut-être séduire celle qui fait juste une expérience. Et c'est comme ça que je monte sur scène, en me disant, tu as une chance de vivre ici, maintenant, quelque chose qui ne reviendra jamais. Mais c'est un drôle de paradoxe, par exemple, pour les artistes, parce que je t'écoute et tu dis, bon, il faut vivre dans le ici, le moment présent, mais ça doit être difficile de faire ça lorsqu'on chante des choses par rapport au passé. Je comprends pas comment dans votre tête vous faites ça. On parle d'être ici présent, mais on parle du passé. Mais parce qu'on n'est rien si on n'est pas composé par tout ce qu'on a voyagé et tout ce qu'on a traversé. Le présent n'existe pas sans toutes les petites mosaïques que l'on a accumulées dans le temps. Donc, c'est pas parce qu'on est ici maintenant qu'on a une espèce de représentation holographique de rien. On est forcément l'accumulation de toutes ces expériences. Lorsque vous chantez ces grands succès-là, est-ce qu'il y a une part de nostalgie aussi parce que il y a beaucoup de ces chansons-là que vous avez écrites avec Rick Allison. C'était une belle période créative pour vous au Québec. C'était le début de votre carrière et tout ça. Est-ce qu'il y a une part de nostalgie, de tristesse pour vous de revivre un peu tout ça? Non, ça aussi, j'ai vraiment été capable de transformer toutes ces choses-là. Et en même temps, il y a des choses qu'on pleure un temps. Et quand on les a assez pleurées et qu'on les a bien redéposées en soi, à l'endroit où elles doivent être, elles nous accompagnent un peu comme un vieil ami, silencieux. Et c'est ça. Pour moi, c'est ça aujourd'hui. Super. Merci. Merci beaucoup.